Chapitre 28. Madrid, Calle de Velázquez, lundi 19 octobre 2015, 0h45. Deux battants. Lequel choisir? Droite. Il s'écrasa dessus et manqua s'assommer. La porte résonna de toutes ses boiseries et de ses ferronneries. Ce n'était pas celle-là. Ignorant son épaule douloureuse, il essaya celle de gauche, sans plus de succès. Elles étaient verrouillées toutes les deux. Il tourna son regard vers l'interphone, le parcourut des yeux. 5 sonnettes, une par étage, les appartements devaient être immenses. Le nom du type figurait en 4e position, donc, en toute logique, au 4e, mais cela ne l'avançait pas beaucoup. Il sentit un mouvement près de lui. Albert était là. Inutile d'essayer de sonner. Si l'assassin était déjà à l'œuvre, ça ne ferait que précipiter les choses, et il n'était pas ressorti puisque les 2 policiers en faction n'avaient pas signalé de départ dans la résidence. Par conséquent, il était encore là. Il appuya sur un autre bouton. « Albert !» ordonna-t-il. « Dites que c'est la police !» Ils n'eurent pas à attendre bien longtemps. « Si? Qu'en est-ce ?»« Guardia civil, señorita !» répondit aussitôt Albert avec une assurance qui laissa Malo pantois. « Se puede abrir la puerta, por favor !»« Por qué ?» demanda la voix un rien plus inquiète. « Parce que nous avons reçu un appel au secours d'un de vos voisins et qu'il ne répond pas. Vous devez nous ouvrir, ça peut être très grave !» dicta Malo à Albert qui s'empressa de traduire. À l'autre bout de la ligne, il y eut une hésitation, puis le petit bourdonnement se fit entendre. « Gracias, señorita !» lança Albert alors que Malo poussait le battant et pénétrait à l'intérieur d'un vestibule. Fort heureusement pour eux, la seconde double porte n'était pas fermée. Il la franchit pour se retrouver dans un grand hall ancien, au sol de mosaïque et aux murs bruns rénovés avec goût. Un large escalier tournant, d'un bois lustré à la teinte chaude, qu'on avait dû cirer il y avait peu tant il rutilisait et brillait, montait vers les étages. Au centre s'élevait la colonne grillagée d'un vieil ascenseur derrière la porte duquel Malo devina une petite banquette en cuir patinée par l'usage. En levant les yeux, il découvrit que le cœur de l'immeuble était en fait une cour intérieure, fermée par un toit vitré. Là-haut, quelque part, l'assassin guettait. L'assassin? Gerbert? Un homme vieux de plus de 1000 ans, maintenu en vie par quelques filtres aux propriétés miraculeuses? C'est ce qu'il avait affirmé à mademoiselle Mignon tout à l'heure. Mais maintenant qu'il se trouvait là, confronté à nouveau à la réalité de leur meurtrier, de sa présence, il en venait à douter. Tout son être se rebellait contre cette pensée, cette folie. Et pourtant, il n'était pas l'heure de se poser ce genre de questions. Pas un instant où l'assassin, fût-il un simple détraqué ou le diable en personne, était peut-être en train d'achever sa victime. Malo hésita devant l'ascenseur, mais y renonça une fois encore. Il dégaina son arme et s'engagea donc dans les escaliers. Mademoiselle Mignon lui emboîta aussitôt le pas. Albert allait en faire autant, mais il l'arrêta. « Albert, vous restez ici. »« Quoi ?»« Il faut quelqu'un pour l'arrêter s'il se carapate par l'escalier ou l'ascenseur, et à ce rôle, je ne vois que vous. » Albert, flatté, tiqua néanmoins. « Il est rudement costaud, vous savez, patron. La dernière fois, il m'a envoyé voler. » Il avait l'air de ne pas encore en revenir de ce crime de lèse-majesté. Lui qui avait l'habitude que ce soit les autres qui volent, et non pas le contraire, ne l'avouait qu'avec réticence, comme il l'aurait fait d'une faute. Malo le rassura d'un coup sur l'épaule. « Oui, mais cette fois vous savez à quoi vous en tenir. Albert avertit en vaut 2, et vous allez demander de l'aide à nos 2 confrères espagnols. À 3, vous devriez quand même arriver à le retenir s'il est encore là et essaie de se faire la malle. » Il conclut avec un grand sourire. « Je compte sur vous. » Il poursuivit, imité par mademoiselle Mignon. Arrivé au premier palier, il se retourna vers l'enseignante. « Vous ne devriez pas venir, ça peut être dangereux. Essayez de m'en empêcher. » Il commençait à la connaître assez bien pour savoir qu'il serait inutile d'argoter. Même s'il parvenait à avoir gain de cause, il perdrait un temps dont il ne disposait pas. Il grogna une vague réponse et reprit son ascension, son arme à la main. Il ralentit en arrivant au 3e et fit signe à mademoiselle Mignon d'en faire autant, tout en désignant ses chaussures à talons. En matière de discrétion, on avait connu mieux. Elle comprit.
Sans attendre, elle se déchaussa. Elle lui parut soudain beaucoup plus petite, mais toujours aussi jolie. Il reprit sa progression, s'attendant à chaque instant à voir débouler sur lui une haute silhouette enveloppée dans un grand par-dessus. Mais rien. La cage d'escalier était silencieuse, comme les appartements derrière les larges portes de bois à la patine luisante. Si un meurtre venait d'être commis, ou se commettait à cet instant même, c'était dans le silence le plus total. Ça en devenait plus inquiétant encore. Car au fur et à mesure qu'il montait, Malo sentait au plus profond de lui s'imposer, de plus en plus forte, de plus en plus oppressante, la certitude que l'autre, tel une araignée dans sa toile patiemment tissée, les attendait là-haut, juste au-dessus de leur tête, à quelques mètres seulement. À 2 pas du dernier palier, il fit signe à mademoiselle Mignon de s'arrêter, assura sa prise sur son arme et gravit les ultimes marches. La porte de l'appartement de droite était fermée, celle de gauche était entrebâillée. À peine, comme à Londres, juste assez pour savoir que l'assassin était venu. Sa marque. L'indice qu'il laissait derrière lui comme une invitation à entrer dans les mâchoires du piège. Mais il ne se laisserait plus prendre par surprise. Pas un bruit. Il monta les dernières marches, prit pied sur le palier. En face de lui s'ouvrait une immense fenêtre qui, la journée, devait inonder l'escalier de soleil, mais que ne traversait à cette heure que la clarté orangée des réverbères de la rue. Il s'avança à pas de loup sur le parquet ciré, poussa la porte. Il se trouvait dans une entrée imposante, comme on en faisait encore voici quelques décennies, pour recevoir les visiteurs ou les faire patienter. Une immense banquette attendait les convives sur le mur d'en face et une grande console de fer forgé et de marbre que surplombait une superbe reproduction des Ménignes de Vélasquez veillait à sa droite. Une grande porte vitrée à 2 battants donnait sur ce qui devait être une salle à manger. À sa gauche, un couloir disparaissait à sa vue. Un autre filet à droite, parallèle au premier, percé de 2 portes mitoyennes. Toutes fermées. Toutes, sauf une. Celle qui s'ouvrait face à lui. Une invite. Il se doutait déjà de ce qu'il allait trouver derrière. Il bifurqua donc à droite et avança jusqu'à la porte vitrée, surveillant du coin de l'œil le couloir d'où aurait pu surgir une ombre encapuchonnée. Rien. Dans un petit renfoncement, à main droite, s'ouvrait une autre porte. Il la poussa, braquant son arme devant lui, pour découvrir des toilettes plus chics que bien des cuisines, au carrelage mural façon métro, agrémenté d'une frise pourpre en relief. Un bruit, un craquement, à peine audible, ou bien avait-il rêvé? Il se retourna, pointa son arme, le doigt pressant déjà la détente. Mademoiselle Mignon écarquilla les yeux en découvrant le canon de l'arme braqué sur elle. Il pesta à mi-voix en abaissant son semi-automatique. « Je vous avais dit de rester sur le palier. Hors de question de poireauter seul là-bas. » Sa présence le gênait, le distrayait des bruits de l'appartement, de sa perception de l'autre. Il était là, il en était sûr, comme la souris devine, même sans le voir, le chat qui la guette. Mais où? Il avança, contourna l'enseignante en lui soufflant. « Restez derrière moi. » Elle acquiesça en silence. Il scruta la magnifique salle à manger, l'immense table en marqueterie, les chaises à haut dossier ajourées, la cheminée en bois sculpté incrustée de faïence. Les fenêtres de la pièce étaient ornées de vitraux, remarqua-t-il. Là non plus, personne. Et pourtant il sentait, pesant sur lui comme un poids sur sa poitrine, la présence du meurtrier. Alors qu'il avançait dans les pièces silencieuses, il s'attendait d'un instant à l'autre à voir fondre sur lui cette noire et haute silhouette qui tendrait sa grande main, lui planterait ses doigts dans la chair et... Il se rendait compte qu'il connaissait cette sensation, une sensation qu'il détestait, qu'il haïssait. C'était la peur de cette ombre qui tuait en silence et dans la souffrance, cette souffrance qu'il avait lue sur le visage de ces malheureux, à Aurillac, à Paris, à Londres, et maintenant. L'office, il en ouvrit tous les placards, s'attendant presque à en voir surgir, comme un diable d'une boîte, celui dont la présence hantait les lieux comme une chape. La cuisine, avec ses grands carreaux peints,
Sur la table, disposé avec un soin qu'on devinait maniaque, le bol du petit déjeuner, le verre pour le jus de fruits. Le propriétaire était du genre à préparer le soir pour le lendemain. Un maniaque doublé d'un ermite. La présence de l'autre ici était plus intense, plus étouffante qu'ailleurs. Il le sentait plus proche. Il y avait un immense placard aux portes aussi hautes que la pièce, un placard où aurait pu se dissimuler n'importe quoi. Il demanda à mademoiselle Mignon d'ouvrir, en braquant son arme sur les battants, prêt à faire feu. Un signe de tête, elle l'ouvrit en grand. Des assiettes, des casseroles, des bouteilles, des boîtes de conserve, des condiments et un chapelet de saucisses pendu à une perche. Enfin, tout ce qu'on aurait pu s'attendre à trouver dans un placard de cuisine. Il soupira. Pourtant, il le sentait là, tout proche, comme une ombre au bord de l'œil qu'on ne parvient pas à saisir. Le couloir et sa penderie subirent l'inspection, sans plus de résultat. Même une fois écartés les vestes, manteaux et chemises derrière lesquels aurait pu se cacher n'importe quoi ou n'importe qui, mais rien là non plus. La salle de bain, tout en carrelage blanc, semblable à celui des toilettes, mais à la frise bleu turquoise, et au fond, l'immense baignoire à pied de lion, aucun endroit où se dissimuler. Un petit secrétaire où s'entassait pêle-mêle un nombre de bibelots assez ahurissant, n'est pas plus le tueur qu'ailleurs. Il examina d'un œil rapide les documents laissés sur le plateau du bureau, situé au milieu de la pièce. Rien. Passant près des rayonnages de la bibliothèque, il remarqua que nombre des ouvrages présents avaient un caractère scientifique, et plus particulièrement traités de la lumière sous toutes ses formes. Bien qu'il en relevât un certain nombre dédiés à l'histoire de l'art, un scientifique avec une âme d'artiste, quelqu'un qui s'intéressait à un domaine plus vaste. Il repoussa la question à plus tard, alors que mademoiselle Mignon inspectait les volumes et s'arrêtait sur l'un d'eux qu'elle tira du rayonnage pour lui présenter. Un livre non pas rédigé en espagnol, mais en français. Gerbert d'Aurillac, le pape de l'an 1000. Après ce qu'elle leur avait appris lors de sa dernière lecture du carnet, le visage de la statue présentée sur la couverture lui donna le frisson. Elle ouvrit la première page, fronça les sourcils et le lui tendit à nouveau. Au-dessus du titre, on avait tracé d'une main ferme et déterminée le mot suivant, « Mentira ». Malot hocha la tête. Elle referma le volume et le reposa à sa place. Restait une dernière pièce dont il s'approcha à pas lents. Il ne pouvait être que là. Respirant profondément, il fit une fois de plus signe à l'enseignante d'ouvrir la porte et se posta en face, les jambes écartées, son arme braquée, prêt à faire feu. Mademoiselle Mignon et lui échangèrent un regard. Il discernait dans ses grands yeux, dans son souffle rapide, la même tension qui l'habitait. À nouveau, un hochement de tête. Elle tourna la poignée, poussa le battant qui pivota et, dans le silence de mort, vint frapper le mur avec un bruit qui lui parut assourdissant. Devant lui, seulement l'ombre, une ombre dense, compacte, où pouvait se cacher ou surgir n'importe quoi ou n'importe qui. Il déglutit, son arme serrée dans son poing et brandie devant lui, comme un talisman contre les ténèbres. Il avança. Il tâtonna, trouva l'interrupteur, l'abaissa. La lumière aveuglante inonda la chambre et le vaste lit qui y trônait, la cheminée de pierre sombre ouvragée, le plafond mouluré, le grand lustre, une commode. C'était tout. Il eut beau inspecter le dessous des deux lits, craignant à chaque instant de sentir une poigne d'acier jaillie de l'ombre qui stagnait là-dessous se refermer sur son bras, il n'y avait personne. Ne demeurait plus que la pièce qu'il avait jusqu'alors soigneusement évitée, celle dans laquelle, il en était sûr, se trouvait un mort. Mademoiselle Mignon semblait être arrivée à la même conclusion puisqu'elle fixait le couloir et la porte entrebâillée avec un regard inquiet. « Il est là-dedans, vous croyez ?» Elle avait chuchoté. Malot répondit sur le même mode. « S'il est encore ici, il est forcément dans cette pièce. Nous avons visité toutes les autres. Restez derrière moi, » ordonna-t-il. Pour une fois, l'enseignante ne fit aucune réflexion. Un pas prudent, il se rapprocha de la porte entr'ouverte avec l'impression étrange que cette fente le narguait, qu'une voix au fond de sa tête chuchotait. « Allez, viens. Vas-tu oser pousser ? Tu sais que je suis là, n'est-ce pas ? Tu le sais. Vas-tu oser »
Il se positionna derrière la porte, raffermit sa prise sur la poignée de son arme et, d'un coup de pied, frappa le battant qui s'ouvrit vers l'intérieur et claqua contre le mur en un bruit qui, dans le silence oppressant, lui parut assourdissant. Derrière, une vaste pièce, vivement éclairée, qui tenait visiblement lieu de salon, avec sa table basse et ses fauteuils club au cuir fatigué, et de bureau avec, là-bas, devant les beaux windows, un grand secrétaire. Ce fut sans surprise que Malot découvrit, affalé sur le bois roux au milieu des bibelots renversés, une expression terrible tordant ses traits émaciés à la moustache élégante, le cadavre d'un homme.